Zoom et dézoom tout en chill. Sur fond de sujets intimistes qui tiraillent les créateurs en tout genre. Organique. Rafraîchissant. Proposition et ouverture. Bienvenue dans le journal de bord d'une créative. L'enthousiasme. Un petit pépère prospère et amusé qui se voit parfois affublé de nuances telles que l'immaturité, l'exaltation ou le manque de réalisme. Un vrai gamin en somme. Quelque chose du genre « tu te rappelles comme c'était bien, on avait trop hâte d'y aller à chaque fois ». Et l'autre d'ajouter « ah, c'était une époque ». Comme si l'enthousiasme, ça appartenait au passé, au monde des souvenirs. Comme si on le retrouverait plus jamais aussi rutilant qu'avant. Alors que l'on peut en faire le fil rouge du sentier vers nos aspirations profondes et le gardien d'un état interne propice au bourgeonnement de nos inspirations et à leur matérialisation concrète. Alors c'est quoi le truc avec l'enthousiasme ? Il y a des contextes dans lesquels l'environnement, disons humain, nous pousse à adopter une attitude normée. Tout ce qui fait qu'on est un peu trop nous, ça peut faire grincer ou jaser ou faire pas sérieux. Dans le monde de ceux qui amalgament être adulte et se prendre au sérieux, une attitude joueuse peut prendre une connotation puérile et même, selon le contexte, carrément être assimilée à un manque de compétences. Or, l'on sait désormais, neurobiologie et compagnie, que le jeu, J-E-U, est un outil clé que la nature nous a offert pour apprendre, intégrer, mémoriser, communiquer et bien entendu créer, car ici c'est ça qu'on creuse. L'on parlera ici de l'enthousiasme pérenne, celui qui se nourrit de nos désirs de créer et qui nourrit notre envie d'aller vers la créa. La créa à connotation artistique ou non. J'aime bien l'image d'un personnage de manga. Un personnage qui a passé une journée farcie de mésaventures abominables et qui, posé devant le jour qui s'endort, avec son œil au beurre noir ou son cœur alourdi de confusion et de peine, ce personnage qui contemple au loin les couleurs abricot-aubergine que lui offre l'horizon. Ce genre de scène, ça donne la sensation que même quand c'est le chaos autour, en lui, notre protagoniste épouse le regard d'un romancier. Comme si dans le fond, l'enthousiasme, c'était une sorte de mélange de confiance et de passion flegmatique. Un genre de quoi qu'il arrive, je sens, je sais. Tu vois un peu l'idée ? Première proposition pour aujourd'hui, l'imagination. On peut se raconter toutes sortes d'histoires à notre propre sujet. Et plus on apprend à se connaître, et plus on sait quel genre d'histoire nous mène vers quel genre de vibe. Quand les enfants jouent, on est parfois surpris, voire même agacé de l'intensité de leurs cris. C'est que l'enfant, quand il est coursé par son pote qui lui déclare « Je suis un dragon », il le voit, lui, le dragon. Il y croit à mort et le volume de son cri en témoigne. Il y a un vrai dragon qui lui court après. Nous, qui nous prenons pour des adultes, nous avons quelque peu, disons, déconnecté de cette capacité-là, plus ou moins selon les individus.
Notre esprit prend pour réalité tout ce à quoi l'on décide de croire, quelle qu'en soit la nature tangible ou imaginaire. Alors ça pourrait être un truc du genre rester des enfants sans être des gamins. Je demandais à une pote l'autre fois de me décrire quelle serait sa situation idéale dans les 5 ans à venir. Et on a noté qu'elle avait tendance à amenuiser systématiquement son désir quand elle estimait qu'elle se mettait à rêver trop fort en le ramenant sur terre, avec des petites phrases comme «Non, mais faut pas rêver» ou bien «Oui, mais ça de toute façon c'est pas possible» ou encore «Ah, l'espoir fait vivre». Même rêver, on finit par plus l'autoriser. C'est quand même fou cette histoire. Alors, il y a la théorie du «je préfère envisager le pire pour pas être déçu». Bon, certes. Mais enfin, décortiquons sous un autre angle. Envisager ce qui nous fait rêver, ce n'est pas se faire une promesse qu'on ne se tiendra jamais. Au contraire, cela nous permet de normaliser l'existence de ce à quoi nous aspirons. Le fait de baigner dans notre imaginarium et de se rabâcher une aspiration, ça la rend avec le temps et la répétition accessible. On finit par accepter l'idée, à force d'être à son contact, que finalement, pourquoi pas. Et puis c'est pas parce que ça m'est jamais arrivé à moi que c'est pas arrivé à d'autres, ou que ça n'existe pas. C'est juste pas encore dans le champ de mon expérience. Et en acceptant de monter sur le dos de notre propre imagination, on peut voir des paysages différents défiler pour nous-mêmes. L'imagination est le liant entre le monde des idées et le fait de passer à la mise en œuvre. Elle nourrit l'envie de les réaliser, ces idées. L'imagination est le carrosse qui mena l'humain sur les chemins de nombreuses découvertes sur le monde qui l'entoure et sur les sentiers des mystères intérieurs qui le constituent. L'imagination, dans les sciences, dans les arts, partout, elle est l'incubatrice de tant d'œuvres, d'inventions et d'expéditions. Ainsi, nous pouvons choisir la direction qu'on lui donne. On peut l'alimenter de nos ruminations, de nos pensées intrusives et de ces histoires stériles qu'on se raconte parfois, ça arrive, on le fait tous. Et on peut aussi la nourrir de nos désirs profonds, aussi éloignés de notre réalité présente qu'ils puissent sembler. S'accorder de l'imaginer, c'est déjà faire un pas de plus vers son désir. Deuxième proposition. Accepter qu'il y aura toujours un peu de bordel quelque part. Je m'explique. Pour ma part, il y a quelque temps de cela, j'étais encore épisodiquement dans ces dispositions intérieures que j'appelle procrastination sous couvert d'idéalisme. Par exemple, quand je prenais des notes, c'était au brouillon, et il fallait à tout prix que je les remette au propre. Je supportais pas la moindre rature, quitte à recommencer depuis le début à la moindre bougnette. Et puis pour que je me mette au travail essentiel aux directions que je m'étais données, il fallait qu'autour de moi ce soit propre et rangé, et que tout mon administratif soit fait. Lorsque l'on cesse de courir après le moment idéal, la joie, à elle toute seule, se fait plus nombreuse. Les conditions suprêmes n'existent pas. Il peut y avoir du bruit autour, il peut y avoir de la poussière et du bazar, des fringues pas pliées et notre tête pas coiffée. On peut s'y mettre, et même en plein coup de blues ou énervé. Se poser sur son projet dans presque n'importe quelle condition à des heures totalement aléatoires si c'est ce que la journée propose. Pour ma part,
Désormais, mes prises de notes sont joyeusement raturées et, dirons-nous, vivantes. Et je fais de la basse dès que j'ai 5 minutes, dans tout type de chaos. Et ça enrichit ma routine instrumentale quotidienne programmée. M'y mettre à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition, ça me remplit d'un sentiment de satisfaction. Et ça nourrit ma confiance en moi et en l'avenir que je m'offre. Et puis, ça teinte l'existence de malice et d'un peu de légèreté aussi. Ça rend les journées plus propices aux surprises, on devient plus flexible, on joue à la vie en somme. Et finalement, on en fait vachement plus sans s'imposer chaque jour des gros blocs rébarbatifs qui mobilisent notre volonté. Notre volonté, qui soit dit en passant, est une ressource qui s'épuise vite et qui n'est pas constante. On ne peut pas compter sur elle tous les jours. Et du coup, quand on joue, on se rend même pas compte de tout ce qu'on accomplit. Et en plus, quand on kiffe, on voit pas le temps passer. Pourtant, on avance grave. Et dans un espace interne détendu, on intègre mieux. Et on se donne accès à une créativité plus fluide et généreuse. D'ailleurs, soit dit en passant, cet épisode a été rédigé dans les conditions temporelles et matérielles les plus bordéliques que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant depuis le début du podcast. Et, je le confesse, j'ai eu ce petit réflexe de me dire qu'il serait moins bien que les autres, parce que les conditions pseudo-idéales n'étaient pas réunies. Alors que bon, finalement, pas du tout. Tout se passe très bien. Troisième proposition, l'émerveillement ou l'art de remarquer. L'émerveillement. Voir le monde avec les yeux d'un enfant. Retirer ce voile de brouillard de notre regard sur le monde. De l'ordinaire jaillit l'extraordinaire. Tout dépend le regard qu'on décide d'y porter. On est stimulé par ce qui nous fascine. Néanmoins, cette stimulation ne vient pas de l'objet. Ce n'est pas l'objet qui est fascinant, c'est le regard qu'on y porte qui le rend fascinant. Les nuances dont on décide de teinter nos perceptions. Petite note sur Dame Nature. L'art de remarquer. Garder une attention sur ce qui se passe autour de nous. Remarquer cette feuille de platane qui titube jusqu'au sol. Un couple d'amoureux sur le quai d'une gare, les yeux pleins de larmes retenues. Les brises qui font chanter la cime d'un arbre, d'un froufrou frissonnant. Cette lune toujours visible à 10h30 du matin. La lune en plein jour. On adore. L'art de remarquer, c'est laisser l'organique résonner en nous. La présence de la nature nous dorlote de l'intérieur. Comme tu m'entends souvent le dire, nous sommes faits de ces matières premières. L'art de remarquer, c'est aussi consacrer notre attention à autre chose qu'à nos pensées automatisées. S'offrir un souffle de fraîcheur. Ce serait comme ouvrir la fenêtre de notre esprit pour renouveler l'air de la pièce. L'art de remarquer, c'est libérer un espace duquel on peut fleurir à nous-mêmes, et notamment cultiver notre enthousiasme et notre imagination. Quatrième proposition. Tomber le nez dans la poussière et en rire. Tu vois cette scène où tu marches dignement en slow motion, les yeux en amande,
la bouche en cœur, le cheveu enchanteur. Et puis tout à coup, tu trébuches sur un truc, tu vacilles, tu te rattrapes et tu te retrouves à regarder tout autour si personne t'a vu. Et à fusiller du regard ce petit morceau de bitume farceur que tu tiens pour responsable du ridicule dans lequel tu te sens à ce moment-là. Tu vois ce genre de scène ? Pour ma part, quand je joue sur scène, je peux me sentir hyper à l'aise ou pas du tout. Et il y a quelque temps encore, quand je faisais une erreur, ou du moins ce qui pour moi en était une, ça se voyait sur l'expression de mon visage et ma posture corporelle tout entière. Une attitude qui traduit encore plus de malaise et, par la tension générée, favorise grandement l'enchaînement des maladresses. Tu sais, comme quand tu ripes sur du verglas, qu'une panique de rattrapage s'empare de toi et au final, moins t'acceptes de tomber vraiment et plus tu te casses la figure longtemps et quand même. Tandis que si j'accepte simplement que ça arrive, j'ai joué une fausse note ou j'ai bégayé, en moi ça s'adoucit et je me permets ainsi de reprendre le lead plus, disons, pragmatiquement. C'est pas la peine de s'affoler. Aujourd'hui, mon orgueil et moi, on s'entend un peu mieux. Et quand je me plante, j'ai appris à en rire. Parce que d'abord, j'y peux plus rien, c'est fait, ça sert à rien que je m'engraine toute seule. Et ensuite, ça empiète sur ma concentration. Et puis, la vulnérabilité visible d'un artiste, ça contribue aussi au fait que l'auditoire peut se reconnaître et se sentir à l'aise en sa présence, identifier si ça lui parle. Alors, voilà. Aujourd'hui, quand je me viande dans la rue, je me marre, toute seule. Et ça fait rire les gens autour s'il y en a. Et on se marre ensemble, parce qu'au final, on sait tous ce que c'est, et c'est vachement plus libérateur. Ainsi, l'autodérision, ça cousine la légèreté et le fait d'être à peu près en paix avec nos erreurs et nos maladresses, c'est un terreau nourricier pour notre petit pépère, l'enthousiasme. En résumé, une des conditions de la liberté de créer, tu l'auras sûrement deviné, ça pourrait être l'enthousiasme. L'enthousiasme imperturbable, tu vois, pas celui en dents de scie, un coup qui te brûle de l'intérieur et puis qui ensuite presque s'éteint. Plutôt l'enthousiasme que t'es là, il est là, tu vas de l'autre côté, il est là quand même. C'est pas de l'allégresse, tu vois, c'est plutôt une sorte de joie pérenne, que même que quand ça va pas trop, il y a toujours une petite dose minimum de lumière dans ta pièce. Il ne s'agit pas de s'aveugler d'un optimisme surfait, bien sûr qu'on se sent triste, énervé ou blasé parfois. Disons plutôt que si notre dominante niche dans l'enthousiasme, on se fait un sacré cadeau. Et je dirais même plus, un cadeau sacré. Un enthousiasme de fond qui cultive l'envie et la témérité tranquille. Et qu'importe la pointe de lassitude, la couleur coup de blues ou les nuances d'impatience, il est toujours là l'enthousiasme, comme un ronronnement racinaire et rassurant. En conclusion, notre travail de créateur, artistique ou non, est à la fois une des choses les plus importantes pour nous et en même temps des plus dérisoires. Ça peut sembler étrange, néanmoins cette capacité à dézoomer, voire à dédramatiser cette notion d'importance qu'on pose sur ce qui nous anime, ça peut être très utile pour maintenir une forme de résilience et garder en tête ce qui compte vraiment, même quand les choses se corsent. Comme à travers l'œil d'une caméra, tu vois, on participe à la scène sans trop y prendre part. Un genre de détachement investi ou d'engagement nonchalant. On est de passage. On apparaît
et on disparaît. Et au milieu, on est animé par quelque chose qui nous fait vibrer et on propose cette vibe autour de nous. Et c'est pas la peine de s'affoler ou de s'imaginer le pire. On peut aussi le prendre chill. Ça va bien se passer, même si on ne sait pas encore précisément par quel itinéraire. Oui, même si aujourd'hui c'est flou et que ça a l'air mal parti, ou qu'on ne sait pas où ça nous mène et tout ça, c'est normal. Autant y aller le cœur léger qu'anticiper des nuages noirs, souvent imaginaires. Sans brouillard, pas de grand soleil. Et le soleil, lui, peut être cultivé dans le dedans de nous-mêmes. C'est guidé par notre enthousiasme que notre art et nos projets naissent puissants et infusés aux profondeurs de nous-mêmes et du temps que ça prend. Quand l'eau ruisselle des nuages, quand il pleut en somme, s'amuser de ces gouttes joueuses offre un espace souple en nous, un espace qui devient douillet pour accueillir ces inspirations qui nous traversent. C'était quand la dernière fois qu'on s'est senti léger, porté par l'enthousiasme, mélange subtil de passion et d'une sorte de foi en ce qui nous appelle à créer. J'aimerais te partager aujourd'hui un court poème que j'aime beaucoup et qui m'évoque l'enthousiasme. Un poème de Robert Desnos qui s'appelle « La fourmi ». Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? News et mood du moment. Concernant le podcast, j'ai eu la chance de faire une présentation de 30 minutes devant une vingtaine de personnes à l'occasion d'une rencontre entre créateurs de tous bords. C'était challengeant. Bien entendu, les jours qui ont précédé se sont vus teintés d'une anxiété anticipatoire. J'avais jamais fait ça. Et bien entendu, après coup, je me suis remerciée. J'ai bien fait de le faire. Déjà, ça m'a plu de m'adresser à un public autrement qu'en tant qu'artiste de scène ou derrière le micro du podcast, c'est une expérience encore différente. Et puis j'ai senti l'impact qu'on peut avoir quand on s'accorde de prendre la parole et à quel point nos intentions et le choix de nos mots peut être déterminant dans la qualité et l'ouverture qu'on s'offre dans un échange. Je me sens reconnaissante des personnes présentes ce jour-là, de leur bienveillance, de leur écoute, de leur attention, de leur retour aussi, dont certains m'ont vraiment touché à cœur. Et en parlant d'échanges, on en a eu avec une amie qui m'a donné de précieux tips quant à l'expression et à la manière de rythmer l'écriture. Alors, merci Macaille. Concernant la musique, depuis que je suis rentrée de la résidence musicale, j'ai noté que pas mal de choses ont bougé en moi. Je nettoie ma vision de conception superflue ou ancienne. Elle s'affine, se peaufine. En rentrant, je suis allée à plusieurs jams. J'ai pas mal joué et ça me permet de me réévaluer sans cesse, de voir sur quoi je peux mettre mon focus pour améliorer, corriger, épurer, retoucher mon jeu de basse. En jam, j'ai rencontré de nouveaux icos avec lesquels nous avons eu quelques échanges fort riches, musicalement et aussi avec les mots.
Ces échanges me sont précieux. J'ai aussi revu mon mentor à la basse. Il m'a aidé à restructurer ma routine de travail et m'a permis d'engranger de nouveaux concepts. Là, je suis partie pour au moins 3 mois de routine quotidienne avant de retourner cueillir de nouveaux enseignements. Work in progress, as always. Digression saisonnière. La buée sur les vitres le matin, une odeur légère d'herbe mouillée, des écorces imbibées d'humidité, le monde végétal au repos décocte sa croissance dans une immobilité apparente. Ici, en Île-de-France, les couleurs s'uniformisent, et si l'on n'y met pas un peu de conscience, on en oublie la présence de la nature, alors qu'elle est bien là. Ces senteurs ne sont plus les capiteux parfums de fleurs, ces couleurs ne sont plus si luxuriantes. C'est la saison des camaïeux de gris, d'ocres et de verts. Même le ciel est au repos. Et c'est dans ces nuances fragiles que je bulle et déambule, que j'intériorise en prenant exemple sur les arbres. Nous sommes entrés dans la saison sombre, la saison qui nous pousse à thésauriser dans nos racines. En guise d'inspiration pour cette quinzaine, j'aimerais te partager un morceau que je qualifierais de délicat et qui colle, je trouve, avec cette vibe de plongée en profondeur que nous offrent ces premiers instants hivernaux timides. Il s'agit du morceau Movie de l'un de mes artistes chouchous qui s'appelle Tom Misch. Je te mets tout ça dans la description avec mon Insta sur lequel tu peux me rejoindre. Au creux du chill sorcier de ce podcast magique, les vœux se réalisent. Ne serions-nous pas nos propres génies de la lampe quand c'est notre enthousiasme qui prend le lead? Ainsi, je te souhaite de ressentir une joie fourmillante à chaque fois que tu te glisses sous ta couette le soir et que tu savoures comme c'est doux de poser sa tête sur un oreiller moelleux. Et je te souhaite également le sourire de béatitude qui va avec ce moment délicieux. Et pour moi-même, je souhaite la satisfaction de ces moments de grâce, parfois discrets, qui tout autour de moi tintinabulent et qui ne peuvent exister que sertis de ma conscience d'eux. Je te laisse ici au portail d'une vadrouille sensible, comme tu le sais, 100% maison et faite avec amour, un moment de respiration sensorielle avant de replonger dans le tohu-bohuesque K1K1 de cette vie audacieuse qui nous est offerte d'expérimenter. Nous, on se capte dans une quinzaine, le dimanche 10 novembre 2024, pour un épisode de chill et d'ouverture. Comme toujours, tu connais la formule, de mon mieux et avec beaucoup de cœur. Et comme on dit là d'où je viens, eh ben je te fais le bisou. Dans cet espace, chacun peut trouver son prisme de résonance. Les sourires détrônent les sourcils froncés. L'on déterre l'enfant sans gommer l'adulte. Funambule entre sagesse soutenante et sollicitation sensorielle. À côté de toi, comme toujours, tu trouveras la malle en bois de brume. C'est une malle d'alchimiste et tu peux y poser ce que tu veux.
Elle transmute le regard que l'on pose sur tout ce qu'on y dépose, et ce dont on décide de se défaire, elle en remanie la matière. Allons-y, allons-y. La petite pousse de bambou noir. Il était une fois, et une fois il n'était pas, une petite pousse d'une espèce de bambou noir qui n'existe plus aujourd'hui. À cette époque, les plantes prenaient le temps de pousser. C'était une petite pousse. Elle sentait ses racines gagner en robustesse et en profondeur de jour en nuit. Tout là-haut, elle voyait les bambous noirs anciens chatouiller les nuages. Et tous les jours, elle leur demandait « Frère bambou, quand est-ce que moi aussi je pourrais sentir roussir le velours du soleil le long de mes chaumes matures? Quand vais-je quitter le ras du sol ?» Et les anciens de répondre toujours « Patience, petite pousse ». Mais la petite pousse de bambou noir ne se satisfaisait pas de cette réponse. Elle était lassée de cet océan de feuilles anciennes qui lui servait d'horizon, de cette ombre constante et de ces animaux du sol qui lui faisaient peur. Elle en avait marre de se tordre le cou pour contempler au-dessus d'elle l'objet de son désir. Elle voulait prendre de la hauteur, voir les plumages des oiseaux de plus près, entendre les secrets de la lune. Une nuit, elle avait même essayé de se déraciner pour entreprendre un voyage à la recherche du soleil. Elle n'y parvint pas. Une autre nuit, elle avait essayé de pousser plus vite. Elle força, et rien n'y fit. Alors, elle rentra en elle-même dans un silence insensé. Au début, dans le désespoir. Et puis, à mesure, le tapis de feuilles dans lequel baignait Petite Pousse lui parut reposant. L'ombre qui lui était offerte, pacifiante. Et les animaux du sol, rigolos, avec leurs différentes couleurs de pelage, longueur de pattes et manière de s'exprimer. Elle ne regardait plus en l'air. Et un jour, au tout petit matin, Petite Pousse sentit sa tête frémir d'une brise inhabituelle. La température lui semblait différente. Et elle entendait distinctement les conversations des oiseaux. Petite Pousse ouvrit les yeux. Elle n'attendait plus et c'était arrivé. Elle avait poussé jusqu'au sommet du ciel. Alors les anciens lui dirent : « C'est de la contemplation de l'horizon d'en bas et de la densification souterraine de nos racines que germe notre croissance. » Elle regarda en bas
et fut émue de voir le tapis de feuilles, l'ombre et les animaux à fourrure. Puis elle regarda devant elle et fut émue de voir l'horizon par-delà les montagnes, l'étendue du ciel et les nuées d'oiseaux. Et Grande Petite Pousse de Bambou Noir contempla le soleil et lui dit : « Je t'ai imaginé 1000 fois soleil, et je ne t'attendais plus. Je suis si heureuse de te rencontrer. » La malle d'alchimiste tient toujours ses promesses. Tu peux y récupérer ou y laisser ce que tu veux. À bientôt dans le journal de bord de Mélie-Mélus.